Le Point, avec Madeleine Poulain. Bonsoir, c'est ce soir que commence notre série de documents sur l'histoire du nationalisme au Québec. Une série qui va se poursuivre toute la semaine jusqu'à vendredi. Toute l'émission de vendredi, d'ailleurs, sera consacrée au dernier épisode qui nous amène jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'en 1991. Mon collègue Gilles Goujon émerge de 4 mois d'un travail de bénédictin avec le réalisateur Pierre Devrode. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, Madeleine. Gilles, nous n'avons pas fait exprès, mais il se trouve que c'est justement un 21 janvier, en 1948, que le Québec s'est donné un drapeau. Je suppose qu'il y en est question dans vos reportages. Oui, il en sera évidemment question, puisqu'il s'agit d'un symbole important qui a été d'ailleurs récupéré par tout le mouvement nationaliste au Québec. Il en sera question dans l'émission de jeudi. Jeudi, bon. Alors, pourquoi, Gilles, avez-vous jugé que c'était un bon moment pour présenter une série comme celle-là, pour rappeler l'histoire du nationalisme au Québec? Eh bien, quand on voit tout le débat sur la question nationale actuellement au Canada, quand on se rend compte de toutes les questions auxquelles on ne trouve pas de réponse, des affrontements entre groupes francophones ou anglophones, du problème de l'identité, à quel pays est-ce qu'on se réfère quand on parle du Canada, du Québec, on s'est dit que dans tout le brouhaha actuel, il fallait qu'on prenne du recul. Du recul, pourquoi? Pour savoir un peu d'où l'on vient. Un peu comme lorsqu'on est en voiture, pour savoir où on s'en va, il faut toujours avoir un peu l'œil sur le rétroviseur. Alors nous, on s'est plongé dans le rétroviseur et on s'est demandé d'où venons-nous. Et on a remonté, on est remonté. Finalement, on s'est aperçu qu'il fallait remonter jusqu'au régime français pour comprendre toute cette quête d'identité et ce besoin d'affirmation nationale des Canadiens français. Alors, c'est là qu'on commence ce soir et on va aller jusqu'où ce soir dans l'épisode? Alors, ce soir, on vous ramène à 1750, quelques années avant la défaite, avant la conquête des Anglais, et on va se rendre jusqu'à 1867, donc jusqu'à la création du Canada. Bien, merci Gilles. On va regarder ensemble. Nous sommes à Québec le 13 septembre 1759. Depuis 3 ans, les deux grandes puissances coloniales, la France et l'Angleterre, sont en guerre. Les champs de bataille, on les a transportés également dans les colonies. Sur les plaines d'Abraham, c'est l'avenir de tout un continent qui se joue. Regardez bien cette carte. En septembre 1759, le territoire de la Nouvelle-France s'étend de la baie d'Hudson jusqu'au golfe du Mexique, de l'embouchure du Saint-Laurent jusqu'aux montagnes Rocheuses. Au sud-est, les Anglais occupent déjà la côte atlantique, des Carolines jusqu'à Terre-Neuve. Dans cette bataille, il y a d'un côté des Britanniques et de l'autre côté des Français et des Canadiens. Au moment de l'attaque anglaise, la majorité des 70 000 habitants de la Nouvelle-France sont nés ici, dont le gouverneur, le marquis de Vaudreuil. Ils sont francophones, mais pas français. Le territoire et la stratégie militaire, on ne voit pas ça du même coup. C'est toute la stratégie qui est complètement différente. Vaudreuil, Canadien, né ici, dit qu'il faut absolument conserver toute la Nouvelle-France, à savoir depuis la baie d'Hudson jusqu'au golfe du Mexique, parce qu'à ce moment-là, ça permet un commerce de fourrure et également tenter un commerce des pêcheries. Ça permet une alliance avec une trentaine de nations amérindiennes pour empêcher, go West Young Men, empêcher les Américains de s'étendre vers l'Ouest. Il dit autrement, ça ne sert strictement à rien de conserver la petite vallée du Saint-Laurent pour devenir des agriculteurs. Les troupes françaises et canadiennes sont dirigées par le marquis de Montcalm, un militaire français. Montcalm, lui, dit ceci. On n'est pas capable de garder l'ensemble de ce territoire-là. Nous sommes, mettons, 75 000. Les Américains sont 1,5 million. Nous avons un territoire qui empêche les Américains de s'en aller vers l'ouest. À partir de ça, il faut qu'on se replie dans la vallée du Saint-Laurent et là, on pourra peut-être s'arranger pour subsister de façon autonome. Le combat des plaines d'Abraham dure à peine 1 heure. Les deux généraux ennemis, Montcalm et Wolfe, succombent à leurs blessures. Après la chute de Québec, il faudra 1 an aux troupes britanniques pour compléter la capitulation de la Nouvelle-France.
Après la défaite, les habitants de la Nouvelle-France qui le désirent sont autorisés par les Britanniques à quitter le pays. Mais ils sont peu nombreux à le faire. Ils ne sont plus français depuis longtemps. Quant à la France, elle se préoccupera beaucoup plus de négocier avec l'Angleterre la protection de ses zones de pêche autour de Saint-Pierre et Miquelon que d'assurer la survie de la population francophone de son ex-colonie. Une douzaine d'années plus tard, le commerce de la Province of Quebec est globalement contrôlé par les marchands britanniques. Pour les Canadiens, il n'y a pas grande différence. À l'époque du régime français, le commerce des pêcheries et de la fourrure était entre les mains des marchands de Paris. Les profits, c'était pour la France. En 1774, les 13 colonies britanniques situées au sud de la Province of Quebec, les colonies américaines, ont déjà commencé à se rebeller contre l'Angleterre. Pour inciter les citoyens du Québec à résister à la poussée indépendantiste des Américains, le gouvernement de Londres donne aux Canadiens une nouvelle constitution dans l'espoir qu'ils demeurent fidèles à la couronne britannique. Les lois civiles françaises sont remises en vigueur. La langue française et la religion catholique sont reconnues et les Canadiens d'origine française peuvent participer au gouvernement civil de la colonie. C'est l'Acte de Québec. 2 ans plus tard, en 1776, les 13 colonies américaines déclarent leur indépendance. Les milliers de loyalistes qui quittent les États-Unis se joignent aux immigrants britanniques qui s'installent dans la Province of Quebec, surtout dans les cantons de l'Est et dans ce qui sera la future Ontario. Vers la fin des années 1780, le gouvernement de Londres se rend compte qu'il est difficile d'obliger ses sujets britanniques à vivre dans un cadre français et catholique. Ça prenait un réajustement. Réajustement qui est sans doute très logique et pas du tout oppressif. William Pitt, en 1791, va donc décider, avec Georges III, qui est roi d'Angleterre, de nous accorder l'acte constitutionnel en disant les anglophones majoritaires, vous serez dans l'Ontario, les francophones majoritaires, vous serez dans le Québec. Et vous aurez votre Parlement distinct et vous aurez mieux que ça, ce qu'on n'avait jamais connu, des élections. L'Angleterre venait de créer le Haut et le Bas-Canada. À cette époque, les anglophones sont identifiés comme les Anglais et les francophones comme les Canadiens. C'est la première fois depuis la défaite de 1759 que les Canadiens voient se définir les frontières d'un territoire sur lequel ils peuvent se sentir autonomes. Ils y sont majoritaires, mais toutefois sans autorité véritable. Il y a un Parlement, des députés élus, mais pas encore de vraie démocratie. Le gouverneur contrôle toujours le pouvoir exécutif. Même chose dans le Haut-Canada. Il n'y a donc pas de gouvernement responsable. C'est encore Londres qui gouverne. Dans ce Bas-Canada du début du 19e siècle, les Canadiens, majoritaires, sentent bien le poids de la minorité régnante dont le nombre se gonfle rapidement par l'immigration. Il y a ici 2 concepts de nation. À ce moment-là, il y a un affrontement entre les 2 nationalismes. Jusqu'à un certain point, on n'avait pas de vraie nation, ni dans un cas, ni dans l'autre. Mais il y avait comme l'aspiration à le devenir. Et jusqu'à 1837, d'une certaine façon, dans les 2 camps, on pensait avoir des bonnes raisons d'être comme au cœur de la définition de l'avenir de ce territoire-là. Mais à qui revient le pouvoir sur ce territoire? Le peuple ne devrait-il pas imposer sa volonté? C'est ce que croient Louis-Joseph Papineau et ses députés du Parti patriote. Les patriotes veulent un pays démocratique, bilingue, ouvert au libre-échange avec les États-Unis, un pays où il y aurait séparation de l'Église et de l'État. Bref, ils rêvent d'une nation canadienne moderne. Leur orientation, c'était, bon, disons, le développement dans le cadre de l'Empire britannique. On dirait maintenant, mais on disait aussi à l'époque, d'une société distincte. Mais cette société distincte n'était pas que francophone pure laine. Elle impliquait aussi
la coexistence avec des gens qui ne devaient pas nécessairement parler français, mais qui devaient respecter les lois françaises, la culture des Canadiens, respecter, mais ça ne veut pas dire nécessairement avoir à la pratiquer, la religion de la majorité des Canadiens. Alors c'était un nationalisme, disons, d'intégration. En 1837, le mécontentement est grand dans le Haut et dans le Bas-Canada. Londres refuse toujours d'autoriser la mise sur pied d'un gouvernement responsable. Des assemblées populaires de protestation s'organisent dans plusieurs villes et villages. Le gouverneur Gosford les interdit. Dans la vallée du Richelieu et du côté de Saint-Eustache, l'armée britannique réprime brutalement ce mouvement d'insurrection appréhendé. Plusieurs patriotes se réfugient aux États-Unis. En 1838, dirigés par Robert Nelson, les patriotes reviennent proclamer la République du Bas-Canada. Après quelques attaques ratées contre les troupes britanniques, la riposte est encore plus violente. Des villages sont mis à sac et à feu. Près d'1 millier de personnes sont arrêtées. 108 seront jugées, une soixantaine seront déportées et, à la prison de Montréal, au pied du courant, 12 seront pendus. La rébellion est écrasée. L'élite laïque canadienne est décapitée. Le gouvernement de Londres envoie un enquêteur. Dans son rapport, Lord Durham se dit d'accord pour qu'on ouvre enfin les portes à la démocratie parlementaire, mais il insiste sur l'importance d'accorder aux citoyens de souche britannique la prédominance sur les sujets francophones de Sa Majesté la Reine Victoria. Pour mettre en minorité les Canadiens du Bas-Canada, une seule solution, unir les deux Canadas. En 1840, c'est l'acte d'union. Alors, on va réunir ces deux territoires, ces deux entités politiques, avec l'intention extrêmement claire, déclarée comme explicitement, je dirais, publicisée, qu'avec ça, on va mettre fin au rêve illusoire de la nation canadienne. C'est à compter de ces années que le clergé va combler le vide laissé par la disparition des leaders laïques. Pour le clergé, les valeurs à sauvegarder sont la religion, bien sûr, mais avec elle, la langue, le droit civil, qui sont les fibres vivantes de l'identité canadienne-française. En termes statistiques, il est peut-être vrai que la langue, d'un point de vue canadien-français 1850, que la langue est gardienne de la foi. De soi, il n'y a pas de relation, je dirais, essentielle, logique, mais il peut y avoir une relation que j'appellerais sociologique. Puis le clergé le sait. Et c'est pas bête du tout de prendre les choses ainsi. Mais ça implique que le nationalisme va prendre un petit air, le mot petit, c'est un peu un euphémisme, un petit air clérical et un petit air conservateur au plan social qu'il n'avait pas avant 1840. La loi de l'Union fait de l'anglais la langue officielle du Canada uni. Dans le nouveau Parlement qui siège à Kingston, un député membre du Parti patriote, Louis-Hippolyte Lafontaine, se joint à un autre réformiste du Haut-Canada, Robert Baldwin, pour mener à terme l'implantation d'un gouvernement responsable. Lafontaine croit que l'Union est inéquitable et n'hésite pas à faire son premier discours en français. Mais il sait qu'il n'a pas d'autre choix maintenant que de travailler à l'intérieur des nouvelles structures politiques. Je pense qu'il a été à la fois un homme d'affirmation nationale et un homme de compromis. Si on le compare avec Papineau, peut-être que la dominante est comme déplacée. Peut-être que l'affirmation était plus totale chez Papineau et la capacité de compromis, qui n'était pas tout à fait inexistante, moins considérable.
Et à l'inverse, chez La Fontaine, l'aptitude au compromis, toujours un peu arbitraire, ces comparaisons-là, l'aptitude au compromis domine, est prépondérante par rapport à ce qu'on a appelé tantôt l'affirmation nationale. Pour La Fontaine et de nombreux leaders de l'époque, l'aventure de l'Union n'est pas essentiellement négative et risque même d'être rentable. De manière générale, après avoir comme désespéré de l'avenir, on se dit, oh, ça va aller. Et on se met à dire que c'est moins tragique qu'on avait cru, qu'il y aura moyen de se débrouiller avec ça. Et l'idée d'une survivance pas si pénible, pas si terrible à supporter, devient une idée majoritaire. En 1867, le monde politique et le milieu des affaires s'entendent pour créer la Confédération canadienne. C'est la 6e formule mise de l'avant pour faire cohabiter sur le même territoire francophones et anglophones. Après la Nouvelle-France, il y avait eu la Conquête et son régime militaire en 1760, la Proclamation royale de 1763, l'Acte de Québec de 1774, la Constitution de 1791 et l'Acte d'Union de 1840. Fin mai 1867, à Londres, le Parlement britannique proclame l'Acte de l'Amérique du Nord britannique qui transforme les colonies du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse en Dominion du Canada. Il faut comprendre que pour plusieurs Canadiens français de l'époque, 1867 représente beaucoup. Au départ, ça représente une minorisation, une province parmi 4. Très important à comprendre pour comprendre le reste. Ensuite, cependant, il faut savoir que la Confédération permet au Québec, aux Canadiens français d'avoir leur État provincial. Et ça, c'est une dimension importante parce qu'ils auront l'impression de pouvoir conduire leurs propres affaires dans leur propre province. Les pères de la Confédération ne pouvaient savoir que les années qui vont suivre seraient marquées par des événements qui feront ressortir les divisions profondes entre Canadiens français et Canadiens anglais. C'est la fin du 19e siècle. L'ouest du pays se peuple rapidement. Par la construction d'un chemin de fer, on va tenter de réunir tous les territoires qui s'étendent de l'Atlantique au Pacifique. Les gens du chemin de fer envahissent donc les terres des Indiens et des Métis. En 1885, devant le refus d'Ottawa de reconnaître leurs droits de propriété, les Métis se soulèvent, fondent une république et entreprennent une résistance armée. À leur tête, un homme de 41 ans, Louis Riel. Comme la majorité des Métis, il est francophone et catholique. Riel établit ses quartiers généraux à Batoche, en Saskatchewan. Ottawa réagit rapidement en envoyant des troupes. Débordés, les Métis succombent en quelques semaines. Riel se constitue prisonnier. En Ontario, les orangistes réclament sa tête. On l'accuse d'avoir tenté de renverser l'autorité de la reine d'Angleterre et du Canada. À Regina, après un procès entaché d'irrégularités, les 6 jurés de langue anglaise le déclarent coupable, tout en recommandant la clémence. Le juge le condamne à mort. Le premier ministre MacDonald, un conservateur, refuse le pardon malgré les pressions du Canada français.
Riel meurt sur l'échafaud le 16 novembre 1885. Cette mort porte un coup dur à l'unité canadienne. À mon avis, Riel a été très important. Ça a été un élément déclencheur et catalyseur aussi. Il faut comprendre que si Riel a été important, c'est que les Canadiens français de l'époque ont compris que ce personnage et l'événement qu'il a représenté se situait dans la lutte, dans le combat séculaire, je dirais, entre Canadiens français et Canadiens anglais. Quand Riel s'est fait pendre, c'était un de nos compatriotes qui s'est fait pendre. Le 22 novembre, 6 jours après la pendaison, 50 000 personnes se réunissent au Champ de Mars de Montréal. 50 000 personnes, c'est le quart de la population de la ville. Parmi les orateurs, 2 libéraux, Wilfrid Laurier et Honoré Mercier. Riel est mort sur l'échafaud, comme les patriotes de 1837, en brave chrétien. En assassinant Riel, Sir John n'a pas seulement frappé au cœur de notre race, il a aussi trahi la cause de la justice et de l'humanité. Des manifestations, il y en aura toute la semaine au Québec. Jamais depuis 1837, l'indignation n'avait réuni autant de monde. Mercier fonde un nouveau parti, le Parti national, qui regroupe des libéraux et des conservateurs dissidents. Il propose l'union de tous les Canadiens français. En janvier 1887, il devient premier ministre du Québec. On peut dire que Mercier a été en quelque sorte le père de l'idée autonomiste au Québec et c'est lui qui a permis à cette idée-là de devenir l'expression du nationalisme canadien-français politique de l'époque. Selon Mercier, le Québec doit s'affirmer comme nation française et catholique. Face au fédéral, il adopte une attitude fortement autonomiste. C'est lui qui, en octobre 1887, convoque la première conférence interprovinciale dans l'histoire de la Confédération. On y affirme que le pouvoir central n'est qu'une créature des provinces qui ont accepté de jouer le jeu de la Confédération. Il croit à la Confédération, c'est difficile à l'occasion, bien sûr, émet des doutes, mais il est perçu à l'extérieur du Québec comme étant un séparatiste aussi. Il faut bien comprendre que les discours de Mercier qu'il a fait soit au Champ de Mars ou bien à la Saint-Jean-Baptiste en 1889 a été perçu à l'extérieur du Québec par les protestants, par les orangistes et le reste comme étant vraiment du séparatisme. Mais quand on connaît Mercier, qu'on connaît ses écrits et le reste, il faut se rendre compte que même s'il y a eu des doutes à l'occasion, même si vers la fin de sa vie, il est mort en 1894, même si vers la fin de sa vie, il commence à parler d'indépendance, on s'interroge s'il parle de celle du Québec, du Canada ou du Canada de l'Angleterre, il en demeure pour moi que fondamentalement, Mercier se situe dans la structure politique fédérale. Pendant que Mercier veut un Québec autonome à l'intérieur d'un Canada uni, un homme public se démarque. Jules-Paul Tardivelle, un journaliste de Québec, opte carrément pour l'indépendance du Québec. On est en 1886. Tardivelle, lui, s'inscrit dans un type de nationalisme qui pousse à leurs extrêmes ces caractéristiques-là. Et Tardivelle, lui, va prôner au départ donc un type de nationalisme ultramontain qui place au centre de la société la religion catholique et fait en sorte que le spirituel va primer sur le temporel, va faire en sorte que l'Église devra dominer l'État. L'option de Tardivelle ne séduira pas les foules, mais frappera l'imagination. D'autres gestes, cependant, auront un impact indéniable, des gestes que les Canadiens français perçoivent comme de l'intolérance de la part des Canadiens de souche britannique. Après le Nouveau-Brunswick en 1873, c'est au tour du Manitoba en 1890 d'adopter des lois scolaires qui, en fin de compte, mènent à l'abolition des écoles françaises et catholiques. Chaque fois que les Canadiens français ont fait appel à la protection du fédéral, tel qu'indiqué dans la Constitution de 1867, eh bien, chaque fois, le fédéral s'est rangé du côté des provinces anglophones. Les Canadiens français ont compris progressivement que le gouvernement fédéral pouvait de moins en moins les protéger dans la Confédération.
On a vu son inaction dans, en fait, les écoles du Nouveau-Brunswick. On a vu qu'il a pris beaucoup de temps on verra qu'il prendra beaucoup de temps à réagir au Manitoba. Progressivement, les Canadiens français, par l'affaire réelle, ça se concrétise, ont compris que le gouvernement fédéral ne les protégerait pas toujours. Dimension très importante, et on commence à se replier un petit peu sur le Québec comme tel. Quelques années plus tard, en 1912, ce sera au tour de l'Ontario de n'autoriser l'enseignement du français que dans les 2 premières années du primaire. Imaginez le tollé au Québec. Après, en fait, l'abolition des droits aux écoles séparées, maintenant, on s'engageait nettement du côté du Canada anglais sur la langue française qu'on voulait abolir. Alors, il y a eu une réaction énorme au Québec et une réaction qui a participé lors de la Première Guerre mondiale au refus des Canadiens français d'aider à la mère patrie d'Angleterre. Malgré de nombreuses frustrations, les Canadiens français continuent de faire confiance au nouveau système politique confédéral. En 1896, cette confiance se double de fierté. Pour la première fois de l'histoire de ce jeune pays, un des leurs, Wilfrid Laurier, est élu premier ministre. En même temps que lui, Henri Bourassa, un nationaliste, est élu député libéral fédéral du comté de Labelle. Dès le départ, Laurier est confronté à la fameuse question des écoles catholiques du Manitoba qui n'est pas encore réglée. Laurier choisira de ne pas vexer la majorité anglophone. Laurier a toujours dit, lui, que je m'inscris au centre de tout ce qui se passe. Je suis chef de pays. Je dois, comment dirais-je, faire appel à l'esprit de tolérance et je dois faire appel, et je dois considérer les différentes pressions qui se font sur moi. Donc, Laurier a développé progressivement un nationalisme que je qualifie de centre. C'est un événement qui se déroule à l'autre bout du monde qui provoquera une nouvelle fois la division entre les anglophones et les francophones. C'est la guerre des Boers. En Afrique du Sud, les soldats britanniques sont en guerre contre les Boers, un peuple de la République du Transvaal qui refuse la domination anglaise. Le Canada est membre de l'Empire. Il est donc automatiquement en guerre contre les Boers. Les Anglo-Canadiens soutiennent que le Canada doit envoyer des troupes pour soutenir l'Empire, auquel ils sont encore très attachés. Dans les rues de Québec, on voit des centaines d'hommes s'embarquer pour soutenir la guerre impériale. Mais dans l'ensemble, les Canadiens français s'y objectent. À leur tête, Henri Bourassa, qui affirme qu'il s'agit là d'une campagne coloniale face à laquelle le Canada doit montrer son indépendance. Vous, Anglais, vous parlez, vous agissez pour l'Angleterre. Moi, Canadien, je parle et j'agis pour le Canada. Bourassa dira, lui, il faut résister à tous ces désirs impérialistes de l'Angleterre. Il faut surtout résister à cette idée de fédération impériale qui voulait en fait une sorte d'union politique, d'union militaire, d'union économique dans l'Empire britannique. Alors Bourassa a dit il faut résister au maximum à ça et c'est la seule façon de devenir un jour une nation vraiment complète, entière. L'épisode de la guerre des Boers fera s'opposer Henri Bourassa et le premier ministre Wilfrid Laurier. Encore une fois, Laurier se ralliera à la majorité anglophone. Pourtant, il rêve d'un Canada binational. Laurier, à mon avis, a pris des positions qui ont fait qu'on a le Canada, que nous avons aujourd'hui un Canada qui n'est en quelque sorte ni bilingue, ni biculturel. Et je crois, moi, que le moment important, ça a été 1905, quand Laurier a décidé de se rallier à la majorité canadienne-anglaise qui ne voulait pas, en fait, en quelque sorte, de ce Canada biculturel qu'il souhaitait pourtant, lui. De son côté, Henri Bourassa poursuit son action politique en fondant en 1910 un journal, Le Devoir, par lequel il veut défendre l'autonomie du Canada. Bourassa déploie un nationalisme canadien qui veut donc le renforcement de la Confédération, qui veut aussi un Canada qui impose un biculturalisme et un bilinguisme. Donc, Bourassa veut une nation canadienne bilingue et biculturelle. C'est pourquoi il va s'inscrire un peu dans ce qui l'avait précédé,
donc une nation, protection de la nation canadienne-française, mais une protection d'une nation canadienne-française qui s'inscrit dans la nation canadienne aussi. Alors Bourassa déploie ça et il va aussi lui-même avoir une pensée sociale assez conservatrice. En juin 1914, la guerre éclate en Europe. Ce sera la Première Guerre mondiale. La déclaration de guerre du roi George V a pour effet de mettre tout l'Empire britannique en état de guerre. Partout au Canada, on est plutôt favorable à l'idée de soutenir l'Angleterre, mais au Québec, on souligne que les combattants ne doivent être que des volontaires. Le 3 octobre, le 1er bataillon s'embarque pour l'Europe. À la fin de 1916, plus de 400 000 hommes sont en service actif dans l'armée canadienne. En 1917, l'Angleterre demande à ses dominions d'augmenter leur participation. Au Canada, le premier ministre Borden, un conservateur, est favorable à cette idée. À l'été 1917, le Parlement d'Ottawa vote la conscription. Les Québécois s'y opposent fortement. Cette guerre est une affaire européenne. L'ancien premier ministre Laurier, maintenant chef de l'opposition, se rapproche de son ami Henri Bourassa pour combattre la conscription. Malgré les réticences du mouvement syndical, au Canada anglais, on n'est plus favorable à l'idée d'aller se battre pour la gloire de l'Empire britannique. Sur cette question de la conscription, Borden déclenche des élections. La campagne se fait sur le dos des Québécois pour rallier les Canadiens anglais hésitants. Le résultat est dramatique. Au Canada, c'est clair, oui à la conscription. Au Québec, c'est un non sans équivoque. Le Québec est isolé. La conscription a été un élément majeur. Il faut dire que la conscription devient en quelque sorte un sommet de, je dirais, des tensions. Je vous répète, les Canadiens français voulaient se protéger comme nation, voulaient protéger une certaine idée du Canada, puis une certaine idée de leur propre Québec. Cette idée-là contredisait la vision canadienne, anglaise, protestante de ce Canada-là. Lorsqu'arrive la conscription, le choc est brutal, deux visions différentes, et la conscription, pour les Canadiens français, a été vue comme, comment dirais-je, le refus de la part du Canada anglais, vraiment finalement un refus final de leur perception du Canada. Des milliers de Canadiens français vont s'enrôler, mais un grand nombre refusent le service militaire. Des manifestations éclatent à Montréal et dans la région de Québec. La ville de Québec est le théâtre d'émeutes d'une grande violence, alors qu'un bataillon de soldats anglophones de Toronto charge la foule baïonnette au canon. Résultat, 5 morts, 70 blessés. Il y a eu donc à ce moment-là, à l'été 1917, une division entre les deux pays, je dirais. Hein? Et c'est pourquoi, disons, il y a un historien, Desmond Morton, qui a dit un jour, on a toujours dit que la guerre avait créé le Canada que l'on connaît aujourd'hui. Mais il a ajouté aussi que la guerre a peut-être créé deux nations dans ce Canada-là. Effectivement, les Canadiens français ont pris, à mon sens, conscience davantage que le Canada auquel ils croyaient était impossible, somme toute. Et la meilleure des preuves de ce que je vous dis là a été la fameuse motion Franqueur. En décembre 1917, le député libéral de Lotbinière, Joseph-Napoléon Franqueur, propose la première motion indépendantiste de l'histoire à l'Assemblée législative du Québec. Que cette Chambre est d'avis que la province de Québec serait disposée à accepter la rupture du pacte fédératif de 1867, si dans les autres provinces on croit qu'elle est un obstacle à l'union, au progrès et au développement du Canada. Après un débat en Chambre, la motion Franqueur sera retirée, mais le message était passé. La motion Franqueur veut dire quoi? La motion Franqueur veut dire que les Canadiens français sont fatigués de ces luttes-là. La conscription a démontré que, nettement, entre eux et les Canadiens anglais, il y avait une vision vraiment différente du Canada. Conscription, motion Franqueur, et tout ce qu'il y a derrière,
toutes les luttes depuis 1867, depuis les luttes de 1880, les luttes de 1885, de 90, ont fait en sorte que les Canadiens français, après la Première Guerre mondiale, ont décidé en quelque sorte de se replier sur le Québec. Progressivement, le mouvement nationaliste va se retrancher au Québec. Dans les années qui vont suivre, il y aura d'abord l'effervescence des années folles, puis la dépression et le désespoir des années 30. Deux personnages importants, le chanoine Groulx et Maurice Duplessis, façonneront 40 ans de nationalisme au Québec. On les appellera les années folles. La guerre est finie. Les idées, les projets, les découvertes, les modes, partout en Occident, c'est l'explosion du capitalisme sauvage. Un grand délire collectif s'empare du monde occidental. En Russie, on bascule dans le communisme. Au Québec, on prêche les vertus de la vie rurale alors que Montréal se développe entre les mains des anglophones qui contrôlent l'industrie et l'argent. En 1929, avec le krach de la bourse de New York, tout s'écroule en Occident. En Europe, les fascistes affirment que le redressement passe par le corporatisme et le nationalisme. Au Québec, on cherche une troisième voie entre le communisme et le capitalisme débridé. C'est dans ce contexte que Lionel Groulx émerge comme un des maîtres à penser du Canada français. Ce prêtre est aussi un éminent historien. On me reprochera peut-être encore une fois d'avoir écrit une histoire trop rose, trop optimiste. J'ai bien envie de plaider non coupable. Je n'ai jamais cru, voyez-vous, qu'on doive écrire l'histoire autrement qu'on ne la trouve. Groulx, un nationaliste, nourrit un projet de société catholique où, par la solidarité, le peuple canadien-français saura se prendre en main. De tous les nationalistes de son temps, Groulx est parmi ceux qui ont le mieux compris l'importance de l'économie, des facteurs matériels, non seulement dans le sens de l'affirmation nationale, mais aussi au point de vue de la mission catholique. Il faut réunir des conditions minimales de prospérité économique pour que la nation canadienne-française puisse s'épanouir et remplir son rôle. Alors pour Groulx, la question économique se présente sous l'angle d'une reconquête à tenter, la reconquête de l'économie canadienne-française. Cette reconquête, elle devra passer par l'inclusion dans les forces du marché du seul instrument que le peuple contrôle complètement, l'État. Il comptait aussi sur l'État, parce que les forces contre lesquelles les Canadiens français devaient lutter étaient extrêmement puissantes. C'était le grand capital, qu'il soit canadien, anglais, britannique ou, et de plus en plus, américain. Donc, il comptait sur l'État pour coordonner une action, ou plutôt, je dirais, une réaction à cette présence massive du capitalisme américain en particulier. Il ne s'agissait pas dans son esprit de lancer l'État dans un vaste projet ou programme d'étatisation. Lionel Groulx n'était pas socialiste, loin de là. Il était partisan de la propriété privée, de l'initiative privée. En 1937, dans un environnement politique, économique et social dominé par les anglophones, Groulx fait une déclaration fracassante. Notre État français, nous l'aurons. Mais de quel État s'agit-il? Du Québec ou du Canada? Pour Groulx, l'État français à l'intérieur de la Confédération est réalisable à la condition que deux conditions soient réalisées. La première condition, c'est que
la province de Québec et son gouvernement exercent dans toute leur plénitude, avec audace, avec imagination, l'ensemble des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution de 1867. Mais l'autre condition, c'est que les partenaires canadiens-anglais, d'abord, acceptent cette idée de l'intégrité française, lui donnent droit de cité au Canada, et d'autre part, acceptent d'entrer dans ce partenariat binational auquel Groulx pensait. Si l'une ou l'autre de ces conditions manquait, il fallait envisager la possibilité de réaliser l'État français hors de la Confédération. Groulx est obsédé par les luttes fratricides qui divisent les Canadiens français au sein des partis politiques. Pour que ce peuple atteigne son autonomie, il lui faut donc une cohésion non partisane, une solidarité. Une des avenues explorées, c'est le système corporatiste par lequel les différents groupes de la société se concertent pour travailler à l'épanouissement de toute la nation. Ce corporatisme laissera parfois filtrer des odeurs racistes. Par exemple, des propos de Groulx au sujet des Juifs seront perçus par certains comme antisémites, alors que d'autres n'y verront que l'écho des vieilles rivalités entre le monde chrétien et le monde judaïque. Au milieu des années 30, le nationalisme se manifeste sous plusieurs angles, dont celui de l'extrême droite, fasciste. C'est le cas au Québec du Parti national social chrétien, dirigé par Adrien Arcan. On le voit ici réuni avec ses troupes à la Palestre nationale à Montréal. Ce groupe marginal est ouvertement antisémite et se joint aux autres groupes nazis du reste du Canada juste avant la guerre de 1939. Au Canada anglais, et à Toronto en particulier, vous aviez même des organisations, des mouvements carrément fascistes. Vous aviez même aussi un parti nationaliste canadien qui était lui-même d'extrême droite. On ne parle pas souvent au Québec de l'existence de ces groupes-là, mais ces groupes-là ont été beaucoup mieux organisés, beaucoup plus nombreux que la petite organisation d'Adrien Arcan à Montréal. Il y a eu des manifestations de xénophobie, de racisme à Toronto, et ceux qui étaient, par exemple, à la direction du ministère de l'Immigration à l'époque, par exemple, rendaient très difficile l'entrée de Juifs d'Allemagne au Canada, et ce n'étaient pas des francophones. Je vous dis, il y avait à la tête, à ce moment-là, du ministère de l'Immigration, des gens carrément antisémites. C'est à cette époque que les francophones spécifient leur identité. Désormais, ils ne sont plus canadiens, mais canadiens français. Lionel Groulx prononce des centaines de conférences qui martèlent toujours le même thème, l'affirmation nationale des Canadiens français. Pour Groulx, la nation, c'est essentiellement une communauté historique de culture. Groulx n'a jamais cru que les caractères nationaux, du moins les caractères importants, ceux qui servent à fonder l'intégrité française dont j'ai parlé tout à l'heure, Groulx n'a jamais cru que ces caractères nationaux-là étaient transmissibles par le sang. Donc il n'y a pas chez Groulx l'idée d'une conception raciale de la nation. Notre grande ville est remplie d'immigrés, nos Canadiens ne peuvent plus les supporter. Si ça continue, il va falloir guetter avec une pochette d'eau et puis un petit panier. Dans les années 30, c'est par des chansons comme celle de la Bolduc que s'exprime la frustration du peuple qui blâme les élites, les dirigeants politiques et l'immigration pour le chômage et la misère. Partout en Amérique, on voit naître de nouvelles idées et de nouveaux partis politiques. Si tout le monde veut se donner la main, si tout le monde veut travailler ensemble... C'est le cas de l'Union nationale, un parti fondé en 1936 par Maurice Duplessis. Habile et opportuniste, Duplessis vient de mettre au monde le premier vrai parti profondément québécois, sans attache à Ottawa. Nous sommes ici, sur cette terre d'Amérique, des descendants d'une race fière, vigoureuse, dont la contribution à la Confédération canadienne a été et continue d'être particulièrement merveilleuse. Duplessis est fortement influencé par le chanoine Groulx. Après un premier mandat à la tête de la province de Québec, ce nationaliste conservateur perd le pouvoir aux mains des libéraux d'Adélard Godbout. His Majesty has just proclaimed that a state of war with the German Reich
exists as of tonight, September 10th, 1939. On est à l'automne 1939. La guerre mondiale vient de commencer. Les libéraux ont promis aux Québécois que s'ils étaient élus, il n'y aurait pas de conscription comme en 1917. Les Canadiens français sont nombreux à se porter volontaires pour défendre l'Europe contre les troupes de Hitler. Mais on ne veut rien savoir de l'obligation de s'enrôler. Le maire de Montréal, le célèbre Camillien Houde, critique ouvertement la loi sur la mobilisation et affirme publiquement son intention de ne pas s'inscrire. Le gouvernement fédéral le fait emprisonner pour 4 ans. À la fin de 1941, les demandes de renfort de l'Angleterre amènent de nombreux Canadiens anglais à demander la conscription générale. Mais le premier ministre canadien, Mackenzie King, un libéral, est lié par la promesse que son parti avait faite aux Québécois en 1939. En 1939, il y a eu une promesse formelle de fait aux Québécois. On ne fait pas de conscription. On va vous défendre contre la conscription si vous élisez un gouvernement provincial libéral, ce que les Québécois ont fait. Et on savait qu'on avait fait cette promesse-là. C'est pourquoi le plébiscite. Le plébiscite est à l'effet, et regardez comme c'est subtil comme question, acceptez-vous de délier le gouvernement fédéral de la promesse qu'il a faite de ne pas faire de conscription? Mais cette promesse-là avait été faite aux Québécois, le référendum, et pas en Canadien. Et là, les gens vont se liguer pour le non. Au Québec, c'est l'indignation. On crie à la trahison. On fonde la Ligue pour la défense du Canada, un regroupement des opposants à la conscription. Autour d'André Laurendeau et de Maxime Raymond, on retrouve entre autres le vieux Henri Bourassa et un jeune avocat de Montréal, Jean Drapeau. Le lundi 27 avril 1942, le gouvernement fédéral tient un plébiscite pan-canadien. Le Canada anglais vote oui à 80 %. Au Québec, c'est non à 72 %. Comme en 1917, le clivage est évident. On qualifie le résultat de vote de race. Encore une fois, le Québec est isolé au sein de la Confédération. La même année, Maxime Raymond et André Laurendeau fondent un nouveau parti politique, le Bloc populaire canadien. Le parti reçoit l'appui de plusieurs nationalistes qui croient que les Canadiens français doivent se regrouper pour freiner les tendances centralisatrices et dominatrices d'Ottawa. Lors des élections provinciales de 1944, le vote donné au Bloc populaire contribue à affaiblir le Parti libéral. Résultat, l'Union nationale de Maurice Duplessis reprend le pouvoir et cette fois, ce sera pour longtemps. À compter de cette époque, Duplessis va enfourcher le cheval de l'autonomie provinciale. Notre devoir, nous autres, c'est de réclamer, de faire écho au sentiment populaire de la province du Québec, qui ne demande pas de faveur, qui ne demande pas de privilèges, qui demande bien que la reconnaissance de ses droits. Maintenant, la province du Québec, Laurier l'a dit avec raison, on n'est pas une province comme les autres. Ceci ne veut pas dire qu'on demande des privilèges. C'est parce que nous avons des caractéristiques spéciales. Selon Duplessis, la Confédération canadienne est menacée par les visées centralisatrices d'Ottawa. Devant l'intrusion du gouvernement central, il commence sa guérilla. Ça consistait à dire non. Non aux allocations familiales, parce que c'était une initiative qui venait du fédéral. À chaque fois que le fédéral prenait une initiative, le gouvernement disait non. Mais c'était négatif dans le sens qu'il n'y avait jamais de contrepartie québécoise. C'était pas non aux allocations familiales, je vais en faire, il a fini par en faire parce qu'il était forcé. Non aux subventions fédérales aux universités, mais je vais donner plus d'argent aux universités. Il ne donnait pas d'argent aux universités. Non à un plan d'assurance hospitalisation fédérale, mais j'en fais un québécois. Il n'en a jamais fait un québécois parce qu'il ne voulait pas en faire. Il ne croyait pas à ce genre de mesures, d'initiatives de la part de l'État. Ce qui fait qu'avec le recul, les nationalistes qui se reconnaissaient en lui ont fini par dire, ma foi, il ne fait que dire non. Sous Duplessis, tout devient bassement électoraliste et la machine à propagande roule à plein régime. L'impossible devient praticable. D'énormes roches comme celle-ci, naguère immuables, sont maintenant ébranlées, déterrées et repoussées aisément par le bélier mécanique que le gouvernement de l'Union nationale met à la disposition des colons. Les moissons faites, on laisse chevaux et moutons paître dans les champs rasés.
Le colon, esclave hier sous les gouvernements libéraux, est devenu un homme libre, un cultivateur authentique qui chaque jour ajoute au patrimoine de la nation. Le premier ministre saura toutefois faire des gestes spectaculaires, pleins de symboles et qui frappent l'imagination. C'est lui qui, en 1948, donne au Québec son drapeau fleur-de-lysée. Pour Duplessis, l'identité canadienne-française loge d'abord et avant tout au Québec. Eh bien, la province de Québec, c'est la grande maison paternelle de la nation canadienne-française. Il faut avoir un plan, il faut avoir des débits, il faut avoir des spécifications. Nous les avons. Sur le plan constitutionnel, Duplessis croit à 1867, croit au fédéralisme. Et on aurait tort de penser que Duplessis était séparatiste pour deux sous, mais pas du tout. Au contraire, les quelques fois qu'il fait allusion, c'est avec dédain, dégoût, mépris. Duplessis croit à 1867, croit à la Confédération canadienne, croit au pacte confédératif. C'est une bonne affaire pour les Québécois, pour la province, en lien avec sa définition du nationalisme, lié sur la tradition, la foi, la langue, des choses comme ça. Fatigué de dépendre des subsides fédéraux d'Ottawa qui menacent l'autonomie provinciale, le gouvernement du Québec doit trouver d'autres sources de financement. En 1954, Duplessis établit l'impôt provincial. C'est un geste majeur qui permettra aux gouvernements qui suivront de financer le rattrapage du retard que le Québec a pris dans son développement. Mais Duplessis n'a rien de progressiste. En 1949, par exemple, il n'a pas hésité à mettre la police provinciale au service de la compagnie dans la grève de l'amiante. À cette occasion, des journalistes comme René Lévesque et Gérard Pelletier, des juristes comme Jean Drapeau et Pierre-Éliott Trudeau en ont profité pour prendre le parti des ouvriers contre le régime Duplessis. L'année suivante, en 1950, Trudeau et Pelletier fondent Cité libre, une revue audacieuse et courageuse qui s'attaque au traditionnalisme et au nationalisme étroit de Duplessis. Selon eux, le Québec est une société bloquée et rétrograde qui doit s'ouvrir au monde moderne. Au début des années 50, le nouvel archevêque de Montréal, Paul-Émile Léger, lance la croisade du chapelet en famille. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes. Chaque jour, par la radio, il fait s'agenouiller une partie du Québec. Duplessis utilise l'influence, le rôle social et les valeurs que le clergé véhicule pour asseoir sa domination sur la province. En plein milieu du 20e siècle, le Québec est une société étouffante, bloquée, tournée vers le passé. Mais soudain, une fenêtre va s'ouvrir. La télévision renvoie aux Canadiens français une image de ce qu'ils sont. Mal, je ne vous comprends plus, monsieur le maire. Une autre des belles histoires des pays d'en haut. Il y a des marins cette nuit. Ils vont donner leur âme à Dieu. Et cette fois-ci encore, pour vous accompagner à travers ce labyrinthe hebdomadaire, voici René Lévesque. C'est la télévision qui permet également au journaliste René Lévesque non seulement de se faire connaître, mais de débloquer les horizons politiques et intellectuels de nombreux Canadiens français. Le Premier ministre, on le sait, est décédé à minuit 1 minute de ce matin à Sheffeville. Il était 6h10 ce matin lorsque l'avion spécial ramenant dans la capitale provinciale la dépouille mortelle du Premier ministre Duplessis s'est posé sur la piste de l'aéroport de l'ancienne Lorette. La mort de Maurice Duplessis, c'est aussi le point final d'une époque. Sa disparition va libérer les forces vives de ce qu'on appellera la Révolution tranquille.
Le 7 septembre 1959, le premier ministre Maurice Duplessis meurt à Shefferville, sur la côte nord du Québec. C'est plus qu'une page, c'est un chapitre de l'histoire du nationalisme qui se termine. Moins d'1 an plus tard, les libéraux, dirigés par Jean Lesage, lanceront définitivement le Québec sur la voie de la modernité. Nous avons atteint la maturité politique. Nous sommes prêts maintenant pour la libération économique. Il n'y a plus de maintenant ou jamais. Ce soir, nous devons dire c'est maintenant que nous deviendrons maîtres chez nous. Le 22 juin 1960, les libéraux se sont emparés du pouvoir. Cette victoire, les libéraux la doivent bien sûr à leur nouveau chef, Jean Lesage, mais leur orientation politique, les idées de la Révolution tranquille, c'est à Georges-Émile Lapalme qu'ils les doivent. Le Canada français, c'est Québec d'abord et d'accord. C'est là qu'est la grande force. C'est là qu'est la source vive. C'est là qu'est la force numérique. Et c'est là qu'est également la force culturelle. C'est là qu'est la force politique. En 1958, donc, lorsque Jean Lesage est élu le chef du parti, il confie à Lapalme le soin de préparer le prochain programme électoral. Donc, et dans ce document-là, qui est vraiment unique, vous avez Lapalme qui dresse un peu un tableau, non seulement du passé, mais de toutes les mesures qui seraient importantes de faire, un vaste programme. Au fond, c'est le vaste programme de la Révolution tranquille. Il faut rattraper le temps perdu. Au cœur de l'action, un nouveau joueur, l'État, le seul instrument puissant que contrôlent les francophones. Le Québec s'affirme aussi à l'étranger avec, comme tête de pont, Paris, où l'on inaugure la délégation générale du Québec. Le progrès moderne a fait disparaître les frontières et d'une certaine façon, nous ne sommes plus chez nous seulement sur les bords du Saint-Laurent. Que nous le voulions ou non, il nous faut faire face maintenant au reste de l'univers. L'hydroélectricité devient le cheval de bataille de l'affirmation nationale. Sous l'impulsion du ministre René Lévesque, le gouvernement Lesage décide de nationaliser une des plus grandes richesses naturelles du Québec. Les élections de 62, menées sous le thème très nationaliste de « Maître chez nous », donnent la victoire aux libéraux. Sur cette lancée, la vague de réformes et de restructuration se poursuit dans les secteurs des richesses naturelles, de l'économie, de la sécurité sociale et de l'éducation. Au sein du Parti libéral, c'est l'aile nationaliste qui mène. Je crois que Jean Lesage lui-même n'était pas nationaliste. Ou s'il l'était, il était d'abord fédéraliste, disons ça autrement, et pragmatique. Que la majorité des députés était de tendance fédéraliste, ne voyait pas là un nationaliste, ne voyait pas un autonomiste, ne voyait pas un changement constitutionnel majeur. Par la force des choses, ils ont été amenés à poser des gestes autonomistes importants pour le Québec, à défendre. Mais fondamentalement, ces gens-là étaient fédéralistes. C'était des gens qui ne voulaient pas aller trop loin. Quand certaines mesures ont risqué de heurter nos amis à Ottawa, on a reculé. Face à cette montée du Québec, le gouvernement fédéral lance une grande consultation publique. La commission Laurando-Dunton allait parcourir le Canada pour enquêter sur l'état des relations entre francophones et anglophones. Ces deux peuples, l'anglophone et le francophone, veulent-ils et peuvent-ils vivre ensemble? Quelques années plus tard, les commissaires concluront que les francophones ne sont pas, dans les faits, des citoyens égaux aux anglophones. Mais ce ne sont pas les enquêtes qui provoquent les manifestations. En 1962, le président du Canadien national, Donald Gordon, déclare qu'il ne peut trouver dans son personnel aucun Canadien français apte à occuper l'un des 28 postes supérieurs de l'entreprise de chemin de fer. C'est le genre d'opinion qu'entretenait à l'époque bon nombre de Canadiens anglais à l'égard des francophones. Dès 1963, les premières bombes éclatent à Montréal. Le FLQ, le Front de libération du Québec, venait de naître.
Mais depuis quelques années, la majorité des indépendantistes militent pacifiquement au sein de 4 mouvements, dont le Rassemblement pour l'indépendance nationale, qui, lui, se transformera en parti politique. Son chef, Pierre Bourgault. Tous ceux que nous vénérons depuis 200 ans ont été battus. Ils s'appellent Montcalm, Lévy, Papineau, Riel, Chénier, tous, sans exception, ont tous été battus. Pas un seul parmi nous, en 200 ans, n'a gagné une bataille. Et c'est ça, être colonisé. Quand on n'a que des martyrs, comment voulez-vous qu'on ait des aspirations? Comment voulez-vous qu'on ait envie de se battre quand on sait, depuis 200 ans, qu'on perd et qu'on perd? C'est ça, être profondément colonisé. Le samedi 10 octobre 1964, Élisabeth II, reine d'Angleterre et du Canada, fait une visite officielle à Québec. Elle est accueillie par des centaines de manifestants qui protestent contre le vieux symbole de la domination du Canada français. La répression brutale de la police provinciale face à une foule sans armes sera baptisée le Samedi de la matraque. Pour plusieurs indépendantistes, c'est la rupture avec le gouvernement Lesage et sa révolution tranquille. 2 ans plus tard, élection générale au Québec. Le Rassemblement pour l'indépendance nationale présente des candidats. En grugeant le vote des libéraux, les indépendantistes permettent à l'Union nationale, maintenant dirigée par Daniel Johnson, de reprendre le pouvoir. Devenu premier ministre, Johnson, un nationaliste modéré, évoluera rapidement sur la question nationale. J'ai toujours dit, je le répète, que les 2 seules options compatibles avec la survie et le rayonnement de la nation canadienne-française étaient l'égalité juridique et pratique des 2 communautés culturelles à la grandeur du Canada ou l'indépendance du Québec. Pour la première fois de son histoire, l'idée d'indépendance n'est plus marginale au Québec. René Lévesque est forcé de quitter le Parti libéral. En 1967, il fonde le MSA, le Mouvement Souveraineté Association. Je suis de nationalité canadienne, française, et ces bio, je les ai coupés. Je suis de nationalité québécoise, française, et ces bio, je les ai coupés. C'est au milieu des années 60 que les Canadiens français commencent à s'identifier comme Québécois. Les Anglais avaient de bonnes places et qui lui riaient en pleine face. Bonjour les culottes. C'est surtout par la chanson, la poésie et les spectacles que s'affirme la fierté d'être québécois et la volonté de donner à ce peuple un pays où il sera majoritaire. Parlez de liberté! En 1967, le Québec s'ouvre au monde. C'est l'exposition universelle de Montréal. Plus de 50 millions de visiteurs. C'est l'euphorie, la fête, la célébration d'un Québec dans le monde. Les chefs d'État défilent l'un après l'autre et en juillet, c'est au tour du président de la France, Charles de Gaulle. Sur le chemin du roi, entre Québec et Montréal, les villages l'accueillent dans une atmosphère de libération, dira-t-il. Le soir du 24 juillet 67, au balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal, une page d'histoire va s'écrire. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! La phrase fera le tour de la planète. Le monde entier vient de découvrir la vigueur du nationalisme québécois. 3 Québécois avaient décidé de renverser la vapeur nationaliste. Pierre Elliott Trudeau, Gérard Pelletier et Jean Marchand veulent démontrer que des Canadiens français peuvent exercer le pouvoir à Ottawa. On les baptise les 3 colombes. En avril 1968, Trudeau devient chef du Parti libéral du Canada. Pendant la campagne électorale fédérale du printemps 68, c'est la Trudeaumanie à travers le pays.
L'élection est prévue le 25 juin. La veille, à Montréal, à l'occasion du défilé traditionnel de la Saint-Jean-Baptiste, des centaines d'indépendantistes voient la présence de Trudeau à la tribune d'honneur comme une provocation. Les slogans et les projectiles fusent. Trudeau refuse de partir. Une échauffourée éclate. 135 blessés, 300 arrestations, dont Pierre Bourgault, le chef du ARIN. Le lendemain, Trudeau est élu premier ministre du Canada. Après Laurier et Saint-Laurent, c'est le 3e Canadien français à diriger le pays. Même des nationalistes votent pour lui. Trudeau est québécois. Quelques mois plus tard, en octobre 68, René Lévesque et d'autres souverainistes fondent le Parti québécois. Les années qui viennent seront marquées du saut de l'affrontement entre souverainistes et fédéralistes. On ne laissera pas diviser ce pays. En même temps que Trudeau vante les mérites d'une société juste, il est intransigeant au plan constitutionnel, refuse au Québec un statut particulier et s'attaque avec virulence aux indépendantistes. Aux yeux du Canada anglais, il est le Canadien français qui remettra le Québec à sa place. Ça a assez duré, les folies, depuis quelques années. On veut maintenant travailler ensemble pour faire un pays libre, un pays prospère et un pays uni. Fini, les folies. Depuis le 29 avril 1970, le Québec est dirigé par les libéraux. Leur nouveau chef, Robert Bourassa, est le plus jeune premier ministre de l'histoire. Il a 37 ans quand, en octobre 70, le Front de libération du Québec enlève coup sur coup l'attaché commercial britannique à Montréal, James Cross, et le ministre du Travail du Québec, Pierre Laporte. Pour des raisons humanitaires qui apparaissent évidentes par suite des développements des derniers jours... Dans leur manifeste, les ravisseurs font état de revendications économiques, sociales et politiques ayant trait à l'exploitation d'un peuple québécois minoritaire. Le gouvernement fédéral de Trudeau réagit en décrétant la loi des mesures de guerre. L'armée s'installe à Montréal. Les libertés civiles sont suspendues. En une seule nuit, on arrête sans mandat plus de 400 personnes soupçonnées de sympathie à l'égard des mouvements de revendication et des idées socialistes ou nationalistes. C'est l'arbitraire le plus total. Le lendemain, on découvre en banlieue de Montréal le corps du ministre Pierre Laporte. Le choc est brutal. Après l'euphorie des années 60, le drame de 1970 allait donner le ton à une décennie qui allait être celle de la confrontation de deux visions politiques de l'avenir des Québécois. Le statut de la langue française sera au cœur de nombreux affrontements politiques au cours des années qui suivront. Déjà, une première loi en 1969 en avait mécontenté plusieurs. En 1974, le gouvernement Bourassa proclame par la loi 22 que le français est langue officielle. Mais cette loi est jugée trop perméable à l'invasion de l'anglais. Au milieu de la décennie, le climat social est explosif. On reproche à Bourassa d'être mou et ambigu, non seulement dans sa gestion de la province, mais aussi face à Ottawa. Des élections sont déclenchées. Le 15 novembre 1976, le premier parti souverainiste du Québec est élu. René Lévesque devient premier ministre. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Le Parti québécois avait promis d'être d'abord un bon gouvernement. Il s'empresse de faire voter une loi qui fait du français la langue officielle du travail, de l'affichage, des tribunaux, de l'État, bref, de la vie quotidienne des Québécois. Ce sera la loi 101. Mais ce qui préoccupe le gouvernement Lévesque, c'est sa promesse de tenir un référendum sur la souveraineté du Québec. La question a l'ambiguïté des compromis. Le PQ demande modestement à la population le mandat d'aller négocier la souveraineté-association avec le reste du Canada. La campagne référendaire est virulente.
tous les ténors du fédéralisme, Trudeau en tête, montent aux barricades. Non au référendum signifiera l'obligation pour le reste du Canada de reconnaître le malaise et de négocier de bonne foi un nouvel aménagement des rapports entre le Québec et le Canada. Nous mettons notre tête en jeu, nous, députés québécois, parce que nous le disons aux Québécois de voter non. Et nous vous disons, à vous des autres provinces, que nous n'accepterons pas ensuite que ce non soit interprété par vous comme une indication que tout va bien puis que tout peut rester comme c'était par avant. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. Le 20 mai 1980, les Québécois répondent non à 60 %. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Partout au pays, plusieurs pensent que c'en est fait du nationalisme québécois. Mais l'année suivante, le PQ est reporté au pouvoir. De 1976 à 1985, ce parti aura marginalisé les autres courants nationalistes en s'appropriant le discours souverainiste. Il aura voté un certain nombre de lois qui permettront à de nombreux Québécois de structurer une économie dynamique et novatrice. Depuis les années 60, René Lévesque répétait « Cessons d'avoir peur et faisons-nous confiance ». Un message qui avait mis 20 ans à prendre racine et à maturer. Avec le temps, ces instruments, qui sont ceux de la Révolution tranquille, ont fini par produire leurs fruits et qui est un entrepreneurship proprement québécois, une entreprise privée proprement québécoise. Ou mieux, si vous voulez, un réseau économique proprement francophone québécois. Ça n'existait pas dans les années 60. Le réseau économique des affaires au Québec était un réseau anglophone. Après le non au référendum, le gouvernement fédéral de Trudeau réunit rapidement une conférence constitutionnelle. On veut ramener au Canada la vieille Constitution de 1867, qui est toujours conservée en Angleterre, et s'entendre sur une formule d'amendement. Dans cette réunion historique, on cherche les zones de consensus. On négocie serré, et le Québec fait front commun avec les autres provinces. La nuit du 5 novembre 1981, dans ce qu'on appellera la nuit des longs couteaux, le Québec sera lâché par les autres provinces. Ottawa pourra dorénavant rapatrier la Constitution sans l'accord du Québec. Encore une fois, le Québec se sent isolé et trahi. Aujourd'hui, le Québec revient à sa position traditionnelle, hélas. C'est pas nous qui l'avons cherché. Ça finit avec nous qui sommes seuls dans notre coin. Le 17 avril 1982, à Ottawa, dans un cérémonial de type néo-impérial, la reine d'Angleterre et du Canada signe la nouvelle Constitution canadienne. Un document qui ne reconnaît toujours pas la spécificité du Québec. Un document que le Québec a refusé d'entériner. 2 ans plus tard, les Canadiens, y compris les Québécois, donnent le pouvoir aux conservateurs dirigés par un anglo-québécois, Brian Mulroney. Avec Mulroney, le ton change. On parle de réconciliation. Ensemble, nous, du prochain gouvernement conservateur, nous allons, espérons-le, et de bonne foi, convaincre l'Assemblée nationale du Québec de donner son assentiment à la nouvelle Constitution canadienne avec honneur et enthousiasme. René Lévesque, premier ministre du Québec, lui fait confiance. Si le fédéralisme devait fonctionner moins mal, et même vraiment s'améliorer, est-ce que ça risque pas d'étouffer un peu notre option fondamentale et de renvoyer la souveraineté aux calendes grecques? De toute évidence, il y a un élément de risque. Mais c'est un beau risque, et qu'on n'a pas le loisir, de toute façon, de refuser. Quelques mois plus tard, le PQ est déchiré. Faut-il, oui ou non, de nouveau faire confiance au fédéral? Cette crise finit par entraîner la démission de René Lévesque comme chef du parti.
Son successeur est Pierre-Marc Johnson, le fils de Daniel Johnson. Mais en 85, le PQ perd le pouvoir aux mains des libéraux. C'est le retour sur la scène politique de Robert Bourassa. Encore une fois, la question de la langue revient hanter les Québécois. La loi 101 ayant été peu à peu démolie par les tribunaux, Bourassa n'hésite pas à faire voter une autre loi, la loi 178, qui réinstaure plus ou moins habilement le statut officiel de la langue française dans l'affichage public. Encore une fois, tant chez les nationalistes que chez les anglophones, on est mécontent, pour des raisons différentes, évidemment. Mais le beau risque de l'évêque, c'est Bourassa qui le prendra, en modifiant cependant les demandes du Québec qui seront soumises à la conférence constitutionnelle du lac Meech. Pour Mulroney, il est essentiel de réintégrer le Québec au sein de la grande famille canadienne. Juin 87, un moment historique. Pour la première fois, il y a unanimité des provinces et du gouvernement d'Ottawa. Les conditions du Québec sont acceptées, y compris la reconnaissance du Québec comme société distincte. Reste maintenant au chef de chaque province l'obligation de faire entériner cette décision par leur législature. On se donne rendez-vous dans 3 ans. Au cours de ces 3 années, l'unanimité des provinces s'effrite. Juin 1990, à la date d'échéance, l'accord du lac Meech ne tient plus. Terre-Neuve et le Manitoba ont bloqué l'entente. C'est non à la société distincte, même si le Québec est dirigé par un gouvernement fédéraliste. C'est la position de mon gouvernement de négocier dorénavant à 2 et non à 11, de négocier avec le gouvernement canadien qui représente l'ensemble de la population du Canada. 2 jours plus tard, à l'occasion de la Fête nationale des Québécois, 250 000 personnes descendent dans les rues de Montréal. Le drapeau fleur-de-lysée est plus que jamais symbole de résistance et de fierté. C'est pas malin ce que veulent les Québécois, les Canadiens français. Je pense que les Québécois aiment le Canada, sont prêts à vivre au Canada, même à vivre dans un pays qui s'appelle le Canada. Et ils l'ont démontré à plusieurs occasions. Mais leur appartenance immédiate, leur premier patriotisme s'adresse au Québec. Et dans la mesure où les Québécois pourront être Québécois d'abord et Canadiens ensuite, ils pourront, je crois, aller assez loin dans leur canadianisme. Mais ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas ce qu'on entend de beaucoup de Canadiens de langue anglaise, c'est l'invitation suivante: soyez Canadiens d'abord et Québécois ensuite. Et ça, je pense qu'on n'est pas prêt de l'obtenir des Québécois. De plus en plus, les Canadiens et les Québécois de vieille souche doivent composer avec un environnement pluriethnique, des gens dont les racines sont ailleurs. Au Québec, en cette fin de 20e siècle, être québécois, c'est d'abord et avant tout habiter le Québec, quelle que soit son origine. C'est un élément nouveau qui va nécessairement modifier la texture du nationalisme traditionnel.